Vous écoutez Sans détour, le podcast de Génilem avec le soutien de notre parrain Bernet et Associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois à répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Je m'appelle Cyril Delaval, coach au sein de l'association Génilem. Exceptionnellement pour cet épisode, sans mon camarade Laurent Bernet, je vous propose d'entrer avec moi, sans a priori, dans le monde fascinant des entrepreneurs. Comment modéliser un business grâce à 9 questions basiques et qu'est-ce que ça change de le modéliser? Nous recevons aujourd'hui Yves Pigneur, professeur honoraire de management et de système d'information à la faculté HEC de l'Université de Lausanne, mais également créateur avec Alex Osterwalder des Canva, le business model et la value proposition. Yves aide régulièrement des étudiants dans la relecture de leur business plan et il va élaborer 9 questions fondamentales pour les aider à appréhender leurs projets et donc à les modéliser grâce à des outils de visualisation. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Tout, ça change tout de travailler avec des post-it pour mener des réflexions sur ses intuitions de business. Car grâce à de tels outils, l'enjeu consiste à déterminer comment, en tant qu'entrepreneur, je vais raconter mon futur business, mais également comment je vais créer de la valeur pour mon entreprise. On parle Canva, proposition de valeur, désirabilité, innovation, mais également impact. Bonjour Yves. Bonjour Cyril. Bienvenue dans ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, Yves, je suis prof honoraire maintenant à HEC Lausanne, Université de Lausanne. Initialement, j'ai eu mon doctorat en Belgique et puis on est arrivé il y a une quarantaine d'années et comme prof à HEC. Puis j'ai fait de la recherche dans le domaine informatique ou en tout cas système d'information et de la modélisation conceptuelle, d'applications, de bases de données, de processus. Et puis, je me suis rendu compte qu'on pouvait peut-être aussi modéliser un business model, un modèle d'affaires. Et pourquoi c'est venu? L'origine académique, c'est la recherche dans ce domaine-là qui était très élémentaire à l'époque, mais aussi une rencontre avec les entrepreneurs sur le campus. J'enseignais à l'EPFL à l'époque. Tu enseignais quoi? J'enseignais la gestion des technologies et l'innovation. Puis j'avais des jeunes, soit scientifiques, soit ingénieurs, qui venaient, prof, tu peux vérifier mon business plan. Puis j'étais toujours un peu étonné qu'ils étaient capables d'aligner des chiffres sur 5 ans, parce qu'on leur demandait ça pour aller à la banque ou que sais-je, mais ils ne savaient pas expliquer leur business. Et donc je venais avec des questions, qui sont les clients que tu vises, quel est le canal que tu vas utiliser, ce dont tu as besoin. Donc je suis venu avec 9 questions qui sont progressivement devenues d'abord une anthologie, avec Alex qui va me rejoindre en 2000 et qui va faire son doctorat sur comment modéliser un modèle d'affaires, un business model. Ça va donner lieu à un modèle conceptuel, ce qu'on appelle dans le jargon académique une ontologie. Et quelques années plus tard, on va mettre au point le business model Canva, qui est une représentation visuelle de ces 9 questions, de ces 9 concepts. Et là, comment c'est accueilli ça par tes étudiants? Alors, ça va assez bien marcher parce que c'est des questions finalement assez simples et c'est une des caractéristiques de ce modèle, de ce Canva, c'est d'avoir des choses vraiment assez basiques à poser comme questions et puis essayer d'y répondre avant peut-être de construire un business plan plus tard. Et donc, ça va être assez bien accueilli et on va tester beaucoup, d'abord avec les étudiants sur le campus et puis d'autres entrepreneurs plus tard, quand ça va devenir une représentation visuelle. Parce qu'avant, la représentation visuelle, c'était 9 chapitres, en quelque sorte. Je dirais 9 questionnements, d'accord, 9 questions. Qui sont tes clients? Quels sont tes canaux? Et puis, on essaie de caractériser un peu mieux ces questions. C'est devenu un visuel avec le gros avantage de pouvoir travailler avec des post-it et de retirer, de mettre et autres. Voilà, c'est un peu l'évolution. D'abord, une réflexion, des questions, et puis un canevas, ou des blocs. Et quand on dit canevas, ce sont des surfaces où le post-it prend la signification en fonction du mot qui est associé à cette surface. Donc c'est le questionnement qui est posé et qui permet à l'étudiant, à l'époque, maintenant aux entrepreneurs et plus tard aux innovateurs, d'essayer d'imaginer comment raconter mon futur business, comment je vais créer de la valeur pour la société, pour la compagnie que je vais créer ou potentiellement ou l'entreprise que je vais créer. Il y avait dès le début, parce que tu parles de questions et nous, chez Génilem, on est des adeptes du business model Canva, de la value propre et de ces outils-là, de cette notion d'aller, qu'au début, ce sont que des hypothèses, en quelque sorte, que les entrepreneurs ils ont, et qu'il va falloir aller les confronter avec son marché. Ça, c'est clair. Mais donc, le business model Canva, d'abord, permet de définir ce que j'ai envie de construire, quelle est mon intuition et comment je la caractérise un petit peu mieux avec ces 9 questions. Alors bien sûr, après on va expliquer aux entrepreneurs ou futurs entrepreneurs que la plupart des
réponses que je vais amener à ces questions sont basées sur des intuitions, des hypothèses. Et ces hypothèses, il va falloir les confronter au marché, aux clients, aux ressources dont je vais disposer. On va essayer d'utiliser ce même canevas, non pas pour designer, pour concevoir les choses, mais pour critiquer les choses, et pour essayer de trouver s'il y a des erreurs à partir de ces hypothèses. Donc je vais utiliser le canevas pour détecter les hypothèses sur les 9 composantes d'une certaine façon, et puis je vais progressivement vérifier ce que vous appelez désirabilité, faisabilité, viabilité, à partir de tests qu'on va faire sur le terrain. Donc on va au départ faire la conception à l'université ou dans l'incubateur, et puis après on va les faire sortir du bâtiment pour vraiment se confronter avec des clients, avec des partenaires, avec des gens qui vont assurer la distribution, que sais-je. Donc c'est une démarche qui est finalement très scientifique. J'ai mis une hypothèse et puis je vais la valider sur le terrain ou la valider. Donc j'imagine bien que ça a été bien accueilli par le monde étudiant au début. Je serais un petit bémol. Les entrepreneurs, et ça sera vrai pour les entreprises plus tard, mais détestent tester. Donc c'est pas si bien accepté. L'idée conceptuelle de dire j'ai une hypothèse, je la teste, je la vérifie ou bien je l'infirme et puis je peux continuer ou éventuellement pivoter et recommencer. Sur le concept est assez facilement adopté. Mais le fait de l'appliquer, de faire en sorte que je sors et je parle avec des clients, je parle avec des partenaires, ça c'est une horreur pour la plupart des gens parce que ça va remettre en question les hypothèses qu'ils ont faites et l'enthousiasme qu'ils avaient pour vendre une technologie ou vendre un produit ou imaginer un service. Mais pourtant, ce canevas, il est très utilisé aujourd'hui, donc il a tout de suite rencontrer son marché? Alors tout de suite, je ne sais pas, mais en tout cas, effectivement, maintenant, il y a un collègue canadien qui nous a dit il y a quelques mois, qu'il avait lu un rapport, je crois, au CDE, où on disait 80% des incubateurs dans le monde utilisent le modèle Canva, le business model Canva. Donc je pense que oui, il a été largement adopté maintenant. Et rien que sur le site de Strategizer, je crois qu'il y a 10 millions de downloads. Donc je pense qu'effectivement, l'adoption a été... Parce que, en partie, je crois à la facilité d'usage, le fait qu'il est quand même assez simple de maîtriser ces 9 morceaux. Et après, c'est la liberté et le génie des entrepreneurs de bien l'utiliser. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, donc on entend le début avec les étudiants qui viennent te voir, il y a ces 9 cases. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Alors en 2000, Alex me rejoint comme doctorant. Il va faire sa thèse pour définir le business model ontologie, donc un modèle conceptuel, donc une définition claire des 9 blocs et de leurs relations. Ça va être la première étape qu'on va finir en 2004. Il va soutenir sa thèse, il va dans une ONG en Thaïlande et il revient 2006-2007 et on se dit, voyant que ça a l'air d'être bien adopté par les étudiants, par quelques personnes qui donnent la thèse ou certains articles qui ont eu un peu de succès. On s'est dit, on devrait en faire une version grand public. Et on va se lancer dans l'écriture d'un livre à partir du business model Canva qui va s'appeler Business Model Generation. Donc là, on sort un petit peu du monde académique. Complètement. Là, on travaille et on va se voir à la boulangerie des Chandans toutes les semaines et on va avancer progressivement. Mais on va imaginer la rédaction de ce livre comme une entreprise ou comme une aventure entrepreneuriale. Pourquoi? Parce qu'on avait, l'impression que cette idée que la plupart des académiques ont, on fait un manuscrit, on l'envoie un éditeur, on attend la réponse, on l'envoie à plusieurs pour être sûr d'en avoir une réponse positive, ne correspondait pas à ce qu'on avait envie de faire. On avait envie de montrer qu'il était possible d'imaginer un livre qui allait vivre une vie un peu particulière au début. On a cette idée d'écrire ce livre, on se dit, on va le faire à notre compte, parce que les éditeurs n'aiment pas la couleur, n'aiment pas le format qu'on voulait adopter, qui nous semblait plus pratique pour exposer nos idées. Donc on va imaginer un livre visuel, dès le départ, visuel couleur. Donc on ne va pas rédiger ça en Word, on va rédiger ça en PowerPoint à l'époque. Comme ça on peut montrer les différentes images et les différentes illustrations qu'on a envie de mettre. Et bien sûr, un designer, Alan, va revenir dessus et va faire quelque chose d'assez spectaculaire. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, on a envisagé plusieurs modèles d'affaires. 8 en tout. On dit on va faire un livre qui sera un cadeau pour des grandes entreprises à leurs clients. On va imaginer un livre qu'on fait self-published. Et on va choisir cette solution-là. On va dire, on va tout faire soi-même. Donc, on va faire le livre, l'imprimer, le distribuer. Vous aviez fait un business model Canva pour votre aventure? 8. Okay. Et on va choisir en fonction un peu les forces-faiblesses. Et on va choisir un parmi qui va être cette idée de auto-publier. Mais on veut aussi faire savoir. Alors, le problème quand on n'a pas l'éditeur, c'est qu'on n'est pas présent dans les bibliothèques ou dans les aéroports. Donc, on dit, on met sur un certain nombre de forums l'idée qu'on va écrire un livre. Est-ce que vous voulez le voir avant les autres ?
Et on va avoir quelques centaines de personnes qui vont venir sur un site web qu'on a construit, où on va leur montrer un chapitre à peu près tous les mois, avec la possibilité qu'ils puissent le commenter. On va recevoir en tout 1600 commentaires qu'on prend en compte avec Alex, oui, non, dans les versions ultérieures. Mais on voulait aussi trouver l'imprimeur, donc le payer, et donc on va inventer une sorte de solution de crowdfunding avant que ça devienne populaire avec Kickstarter. Donc on va dire, tu veux voir le livre avant les autres, mais tu vas payer. Et les premiers vont payer $25, et puis chaque fois qu'on en a à peu près 30-40 de plus, on double. Donc les derniers vont payer $250 pour recevoir à la fin un livre qui en vaudrait 30. Donc on a à peu près ces 500 personnes qui viennent, et on commence à rédiger, ça va prendre presque un an. Une fois que tout est fini, la rédaction, on trouve un imprimeur, on le trouve en Hollande, on fait le couplage entre son système informatique et celui de la distribution et de les prises de commande, on fait tout. Donc les gens viennent sur notre site, payent le livre, et très vite on va en vendre 5000 en quelques mois. Et donc on se dit, waouh, c'est pas mal. Donc c'est vraiment bien même. Ça. Mais c'est un cauchemar logistique. D'accord, c'est pas notre métier d'amener des livres partout, on en perd. Pour envoyer un livre de Hollande en Suisse, il faut 30 francs, alors que le livre en vaut 30 parce que les timbres sont chers. Donc on se dit, ok, on va pivoter notre modèle, on va changer un petit peu, on va rester maître de la solution, mais on va trouver un distributeur et on signe un contrat avec Amazon, mais comme tiers, d'accord, juste pour la distribution. Mais ça impose aussi qu'on change d'imprimeur parce qu'il faut être en Amérique du Nord, dans les stocks. Donc on en réimprime 10 000. Qu'on va revendre assez rapidement aussi, mais à travers Amazon comme distributeur. Et une fois qu'on a vendu ces 15 000, les gros éditeurs arrivent. Et là, on va signer avec Wiley, qui va assurer alors vraiment la distribution dans le monde, avec un gros avantage. C'est qu'on est présent dans les aéroports, dans les librairies, et surtout, il va signer une 40aine de traductions. Et donc là, on va se retrouver dans le monde entier. Et puis maintenant, on a ajouté 2-3 livres depuis. Et je pense que sur l'ensemble des livres de la série Strategizer, on doit être à peu près à 3-4 millions, peut-être plus, d'exemplaires. On peut rajouter quelque chose ? Alors, la diffusion des livres, c'est génial parce que ça nous donne une grande visibilité. Il y a autre chose aussi qu'il faut garder en tête. Le business model Canva, depuis le départ, on l'a gardé en open source, Creative Commons License. Donc ça veut dire qu'il est libre de droit. Tout le monde peut le downloader, le changer, le modifier, tout ça. Donc, juste à condition de maintenir l'origine qui était avec Alex. Mais sinon, ça veut dire aussi que ça a contribué à sa diffusion. C'est ce qu'on voulait. Et puis les livres, bien sûr, ont aidé aussi à la diffusion. Donc ça, c'était une volonté de base. Oui, vraiment. Depuis le début, on était, comme les éditeurs nous appelaient à l'époque, no names. Donc, on était des gens pas connus. Et donc, on avait dit avec Alex, dès le départ, j'avais dit, il faut garder cette idée que ça, si on veut assurer une grande distribution, donc avoir un impact assez fort, il fallait le garder en système ouvert. Comme ça, les gens n'avaient aucune contrainte dans l'usage qu'ils pouvaient en faire. Après, d'autres outils qui ont été imaginés plus tard sur le Canva de proposition de valeur, là, effectivement, Strategizer a mis quelques barrières, mais très, très faibles finalement. Mais c'était vraiment cette idée de garantir la diffusion, la distribution. Parce que c'était le but premier, c'était de diffuser cet outil plus que de gagner de l'argent. Sûrement. Donc, c'était vraiment faire en sorte. On était assez convaincus que c'était un outil utile. On l'avait vu un peu autour de nous, sous le campus et par les premiers adopteurs. Et on pensait qu'effectivement, ça pourrait aider les entrepreneurs à définir leur modèle d'affaires. Et donc, on était convaincus de ça et on voulait avoir cet impact. C'était vraiment cette volonté. Et le livre était aussi cette idée d'avoir un impact sur les praticiens, pas juste les académiques et sûrement pas les académiques. Même c'était vraiment cette volonté d'avoir accès aux entrepreneurs et d'aider les entrepreneurs. Ça, c'était le premier point. Après, effectivement, Alex, très vite, une fois que le livre va sortir, va créer Strategizer, qui est une entreprise qui accompagne au début les entrepreneurs incubateurs à créer, tester leur modèle d'affaires. Et puis plus tard, c'est devenu une société qui va aider les grosses entreprises à innover, qui est aussi un gros enjeu, encore très difficile aussi. Et c'est donc dans cette voie-là que vous créez le deuxième Canva, qui est la value propre. Alors, c'est 5 ans plus tard, effectivement, on se rend compte que les 9 blocs sont utilisés, mais on constate quand on voit faire les gens, les entrepreneurs, qu'il y a beaucoup plus de post-it sur la proposition de valeur et sur le client. Ils définissent finalement leurs produits, leurs propositions de valeur, les bénéfices, tout ça avec des dizaines de post-it au milieu et puis quelques-uns sur les autres blocs. Donc on s'est dit ça ne va pas. Ça voudrait dire qu'ils utilisent l'outil qui est fait initialement pour montrer comment créer de la valeur pour l'entreprise, pour aussi montrer comment elle crée de la valeur pour le client. Donc on s'est dit non, on va faire un outil dédicacé
Le business model Canvas essaye de montrer comment on crée de la valeur pour l'entreprise qu'on va créer. Et le Canvas de proposition de valeur essaye de montrer comment on crée de la valeur pour le client. Et il faut les deux, bien sûr. Et puis, c'est un aller-retour entre les deux. Et ça, on va le faire 5 ans plus tard. Et on va sortir ce livre sur Value Proposition Design qui va essayer d'expliquer comment on se sert de ces deux Canvas, comment ils travaillent en synergie les deux et comment on peut les utiliser pour faire la conception, mais aussi le testing des propositions de valeur et des business models. Et puis, plus récemment, on s'est rendu compte que ces outils, ce qui n'était pas imaginé au départ, étaient adoptés par des grosses entreprises ou des entreprises existantes. Et là, on s'est dit, waouh, c'est pas tout à fait le même jeu que la start-up parce qu'elle doit faire deux choses. Elle doit exploiter ce qu'elle fait maintenant en gagnant de l'argent et puis elle doit peut-être explorer de nouvelles aventures pour le futur, ne fût-ce que pour remplacer des modèles déclinants dans l'exécution. Et donc on est venu avec un troisième livre sur comment utiliser ces outils dans une entreprise existante. Et on a imaginé un portefeuille ou en tout cas une façon d'écrire le portefeuille qui doit être double les modèles que j'ai en exécution et ceux que je suis en train d'explorer, d'imaginer pour le futur. Si je reprends, il y a une volonté d'aborder les étudiants, très vite les entrepreneurs. Tu nous as parlé des innovateurs aussi. Est-ce que tu peux nous... Mais oui, c'était cette idée-là, c'est que quand on s'est rendu compte que les grosses entreprises adoptaient cet outil, la première chose, ça a été un étonnement. Pourquoi des grosses entreprises qui ont accès à tous les consultants et les modèles sophistiqués utilisent un modèle qui est finalement assez bébête, c'est 9 blocs. Mais on s'est vite rendu compte que ces entreprises voulaient parfois innover, voulaient parfois créer de nouveaux modèles d'affaires, mais ne serait-ce que pour remplacer certains qui déclinent dans leur portefeuille. Et donc, les innovateurs d'entreprise jouent un peu le même jeu que l'entrepreneur, finalement. Ils imaginent un modèle d'affaires pour le futur, ils doivent le concevoir, ils doivent le prototyper, ils doivent le tester. Et donc, on a vu progressivement que ces entreprises qui adoptaient ça avaient aussi des gros enjeux, un peu comme l'entrepreneur. Donc, on pouvait peut-être les aider à concevoir, aider à tester, aider à changer ou pivoter. Et c'est ce qui a été même le cœur de métier maintenant de Strategizer, la société qu'Alex a créée, à partir de tous ces concepts et de tous ces travaux et de ces outils, pour aider ou accompagner une entreprise qui est en train de vouloir explorer, innover, créer de nouveaux modèles d'affaires. Ou transformer des modèles d'affaires, rénover des modèles d'affaires existants. Il y a une notion que j'entends beaucoup dans ton discours, mais aussi dans les livres, c'est cette notion de test. Est-ce que ça, tu peux nous en parler ? Oui. Non. Tout au début, on était focalisé sur la conception. C'est ce qu'on voulait faire. C'est un outil pour aider les gens à concevoir le modèle d'affaires, expliquer leur futur business. Puis, dans le deuxième livre, déjà, on s'est rendu compte que l'enjeu était de tester ces modèles d'affaires. Et puis, on rencontre Steve Blank, qui est le père du Lean Startup, et on commence à se dire, on va essayer d'adapter cette approche Lean Startup, cette idée de tester la désirabilité, faisabilité, viabilité, mais en utilisant nos outils pour détecter les hypothèses, savoir ce qu'il faut tester. Et donc ça va être un mélange, une fusion un petit peu entre l'approche outil que nous avions et l'approche Lean Startup qui est de dire comment peut-on tester. Et on a essayé de systématiser un petit peu cette approche Lean Startup en utilisant nos outils visuels. C'est là qu'on a imaginé, pour un peu aider les entrepreneurs explicites sur leur approche de testing, on a imaginé ce qu'on a appelé une test card, une learning card, qui sont une façon d'être explicite sur les hypothèses, sur les tests que je vais effectuer, sur la façon de mesurer les résultats, et de pouvoir avoir des critères pour décider si l'hypothèse est confirmée ou invalidée. Le fait d'utiliser ces outils, qu'on soit académique, entrepreneur ou innovateur, avec cette notion de test, qu'est-ce que ça change, au fait ? Je pense que c'est, d'être assez systématique, c'est-à-dire d'être explicite sur la façon de dire j'ai X hypothèses, je les teste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, c'était de sensibiliser les entrepreneurs, puis les innovateurs, à cette idée que cette activité de test et de conception et de test, puisque c'est un peu les deux activités que je dois réaliser, nécessite des compétences qui ne sont pas celles d'un gestionnaire traditionnel classique. Donc les cours, entre guillemets, d'une école de management comme nous, qui enseignons le marketing, la finance, les opérations, ne correspondent pas exactement aux compétences que je dois avoir pour être entrepreneur ou innovateur. Et ça, c'est une grande leçon. Et donc, il fallait trouver
les bonnes techniques pour former et pour maîtriser ces approches de testing, de Lean Startup. Parce que c'est quoi ces compétences qu'il faut? C'est les compétences de savoir ce que veut dire concevoir. Concevoir, c'est brainstorming bien sûr, mais c'est aussi prototypage, parce que quand on n'a qu'un modèle, par définition, c'est le meilleur. Donc on va un peu aider ces gens-là en disant « Ah, ton idée initiale, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y en a pas une autre derrière? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer des solutions alternatives ?» Comme ça, quand on a 2, 3 modèles, on sait choisir en fonction et de faire l'assessment de ces modèles-là en fonction de critères. Ça, c'est la première chose, premier type de compétences. Donc c'est des compétences de designer, de modèle d'affaires dans notre cas. Et puis la deuxième compétence, c'est celle de pouvoir tester, qui demande des techniques quand même assez particulières, sachant que l'interview est une des techniques parmi d'autres, mais il ne faut pas oublier que ce que le client dit dans une interview et ce qu'il va faire dans 6 mois quand on produit ça sur le marché, c'est 2 choses différentes. Donc il faut avoir des techniques de test, nous on dit avec un call to action, un appel à l'action, c'est-à-dire que le client fait, ou la personne potentiellement concernée par mon business model, fait quelque chose. Il confirme un choix, il achète avant les autres, on joue avec lui sur une pré-vente, sur une vente fictive, sur une technique de A/B testing. Et ça, c'est des choses qu'on peut maîtriser, qui ne sont pas dans l'arsenal traditionnel d'un gestionnaire. D'accord ? Et donc, c'est un peu ça qu'on essaye d'accompagner d'une certaine façon, de montrer qu'il y a des compétences qu'on peut acquérir, qui sont un peu celles de l'entrepreneur qui fait tout le parcours, par exemple chez Genilem, mais de le montrer aussi qu'en entreprise, c'est aussi le genre. Or, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que souvent, on met des gestionnaires qui ont été bons dans leur métier, on les met à l'innovation. Et puis, ils essaient d'appliquer des techniques qu'ils ont maîtrisées bien, vraisemblablement, depuis 10, 15 ans ou 20 ans. Et ce n'est pas nécessairement celle dont on a besoin. Je prends un exemple. Dans l'exécution, on peut mesurer l'activité avec ce qu'on appelle des indicateurs de performance sur la satisfaction client, sur la performance financière, sur l'efficacité des processus. Mais quand on crée, on n'a ni client, ni résultat, ni processus. Donc, on va mal mesurer. Il faut arriver avec des mesures particulières qui sont des mesures d'innovation sur est-ce que j'ai réduit le risque suffisamment, est-ce que la vélocité d'un projet est correcte. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à maîtriser comme la boîte à outils de l'entrepreneur ou innovateur, contrairement à la boîte à outils du gestionnaire qui est efficace dans la gestion de ses activités. Toutes ces activités, toute entreprise, tout projet entrepreneurial s'inscrit toujours dans un environnement. Avec les outils que vous avez, on comprend que la value prop, elle est très axée sur le client, le business model Canva sur l'entreprise. Néanmoins, tout ça interagit dans un environnement. Correct. Et donc, on a imaginé un modèle qui permet de décrire, d'analyser l'environnement d'un modèle d'affaires. Et cet environnement, c'est non seulement les compétiteurs, mais c'est aussi la régulation qui peut évoluer, c'est aussi les forces du marché qui sont là et qui changent parce que les clients changent d'habitude. Et puis c'est aussi l'environnement macroéconomique qui peut avoir une influence si j'ai plus ou moins facilement accès aux capitaux, des choses comme ça. Donc, nous, on a ajouté un troisième critère au-delà de la désirabilité, faisabilité, viabilité, qui est l'adaptabilité. Et cet environnement, je peux aussi construire des hypothèses dessus. Je fais l'hypothèse que ma propriété intellectuelle est plus forte que celle de mes concurrents. Ah ben, ok, c'est une hypothèse que je dois vraisemblablement tester. Je fais l'hypothèse que la régulation est en ma faveur sur les 5 ans qui viennent. Je dois tester si c'est avéré ou pas. Et donc ça, c'est une des choses, bien sûr, fortes qu'on a. Donc on a élargi notre palette d'outils avec Business Model Canva, Value Proposition Canvas, Environment. On a créé un nouvel outil pour décrire le portefeuille d'une entreprise qui a plusieurs modèles d'affaires. On a écrit un outil qui permet d'analyser ou de changer une culture d'entreprise avec une map de culture. Donc voilà, on a essayé d'imaginer plusieurs outils parce qu'on est convaincu qu'un seul outil ne peut pas tout faire. C'est comme si on vous demandait, vous êtes chirurgien, vous devez opérer du cœur, un couteau suisse, ça suffit? Il va dire, ben non, moi j'ai besoin d'une quinzaine, vingtaine de scalpels différents, d'outils différents. C'est la même chose pour nous. On doit avoir des outils qui sont dédicacés en fonction de la tâche qui m'incombe. Et donc j'ai une tâche, créer le modèle d'affaires, une autre qui est la proposition de valeur, une autre qui est d'analyser l'environnement. Mais ces outils différents, en fonction du focus dont j'ai besoin, donc la fonction, doivent travailler en synergie. Ça, c'est clair. C'est ce qu'on essaie de montrer dans les 4, 5 ou 6 outils qu'on a imaginés. On entend en t'écoutant, il y a à la fois un côté... tu as un pied dans l'entrepreneuriat et un autre pied dans le monde académique.
Comment est-ce qu'ils cohabitent ces deux mondes aujourd'hui? C'est quoi ton... Alors, c'est un peu différent aujourd'hui puisque je suis honoraire maintenant, donc c'est-à-dire à la retraite. Donc maintenant, je travaille plus avec Alex et je n'ai plus d'activité académique. Mais quand j'avais les deux, j'ai toujours pensé que le type de recherche que je faisais, qu'on appelle parfois design science, est une recherche qui cherche un impact. C'est pas simplement une recherche qui doit aider mes collègues académiques à aller plus loin. Elle joue ce jeu-là, donc on a joué le jeu de la publication scientifique ou académique, c'est évident, mais toutes ces recherches avaient toujours cette idée, à quoi ça peut servir? Est-ce que je peux un jour imaginer que des gens, hors académie, vont utiliser ces outils, ces modèles conceptuels et autres? Ça a toujours été dans ma réflexion depuis que je suis prof ici, et depuis que j'ai fait mon doctorat en Belgique avec François Bollard. Et le fait d'avoir ces deux-là, et que le dernier outil dont on vient de parler, Business Model Canvas, avait l'impact sur les entrepreneurs, c'est ce qu'on pensait. Aider les entrepreneurs faisait partie de ma volonté dans mes activités, entre guillemets, de recherche ou mes activités académiques. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend particulièrement fier dans toutes ces histoires? Je pense, ce qui rend le plus fier, je pense, dans ce parcours, c'est d'avoir eu un impact et de savoir que ce qu'on a imaginé au départ dans une activité académique a un réel impact sur des entrepreneurs et peut vraiment aider des gens à être un tout petit peu plus efficaces dans leur activité, de construire une entreprise, de tester leurs hypothèses et de pouvoir se lancer. Et ça, c'est assez agréable à observer, même si au départ, on n'avait pas imaginer qu'on pourrait avoir un tel impact. A posteriori, on se dit « Waouh, mais c'est absolument bien, ça, c'est vraiment, il y a des millions de personnes qui utilisent des outils qui sont nés dans nos têtes avec Alex et qui ont eu cet impact. » Voilà, ça, c'est la chose la plus chère, plus que de vendre des livres ou plus que de recevoir des récompenses de Thinkers 50. Et vous continuez d'élaborer des nouveaux outils? La réponse, c'est oui, on en a imaginé, là, il y a 2-3 ans en arrière, avec The Invincible Company, pour aider ces entreprises existantes à gérer un portefeuille d'exploitation et d'exploration. Maintenant, pour le futur, on est en mode un peu de réflexion. Une chose qui nous interpelle assez fort et qui revient souvent dans nos discussions, c'est de construire des modèles d'affaires qui ont un impact. Alors, vous appelez ça sustainable, ou nous on dit qui ont un but, qui ont un impact dans la société, environnementale ou sociétale. Et ça, c'est une des choses qui nous intéresse assez. On a vu beaucoup d'équipes qui viennent avec des propositions de changer le business model Canvas, d'y ajouter des composants ou d'en retirer ou d'ajouter des blocs. On n'est pas trop convaincu de ça, avec cette idée qu'un outil il doit être focalisé sur quelque chose, mais il doit travailler en synergie. Or, une entreprise qui a une mission sociale ou environnementale, elle a un modèle d'affaires, c'est ce que vous appelez le double sustainability, c'est-à-dire plutôt économique et puis sociétal ou environnemental. Donc, on pense que même une entreprise qui va mettre au point ou qui a l'ambition d'avoir un impact environnemental, par exemple, a quand même un modèle d'affaires. Ça, c'est pour la partie d'assurer sa stabilité économique, financière. Mais peut-être qu'il y a un outil à imaginer clair pour savoir mesurer l'impact qu'elle peut avoir sur les bénéficiaires de son entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse assez fort, de savoir faire et de montrer en tout cas que déjà à ce stade-ci, le business model Canvas peut quand même aider quelqu'un à réfléchir en termes d'impact sociétal ou environnemental. Et je pense qu'on a quelques exemples qu'on a aussi essayé de développer récemment. Merci. C'est bon? Merci Super. beaucoup, Cyril. Merci à toi. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Yves. Son idée de modéliser des projets entrepreneuriaux est née dans les sphères académiques, mais avec toujours une volonté d'avoir un impact et une utilité dans et en dehors du monde académique. Et on peut dire qu'il a parfaitement réussi avec des dizaines de millions de téléchargements, mais également des dizaines de millions de livres vendus. Ces outils vont d'abord être utilisés par des étudiants qui avaient des projets d'entreprise avant d'être rapidement adoptés par des entrepreneurs qui exécutaient déjà des modèles existants tout en voulant en explorer des nouveaux. Les responsables de l'innovation des grands groupes vont logiquement être les suivants à s'approprier ces outils afin de permettre à leurs entreprises d'explorer le futur de leur business. Et on comprend en écoutant Yves le changement total de paradigme initié par la notion d'hypothèse, mais surtout de test. Ce d'autant plus que, comme il nous raconte, les entrepreneurs comme les gestionnaires d'entreprise n'apprécient pas du tout la démarche, car elle remet en question l'enthousiasme de l'idée de base et ça oblige à prendre le risque de devoir changer d'idée. C'est ce que les start-upers appellent pivoter.
J'ai également beaucoup apprécié écouter Yves nous parler de sa volonté d'avoir un impact et d'être utile au plus grand nombre en adoptant une démarche commune créative de ces canevas afin de permettre au plus grand nombre de les télécharger et donc assurer une diffusion plus large. Et évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande les ouvrages d'Yves Pigneur et d'Alexandre Osterwalder, 2 ouvrages que je considère pratiquement comme mes bibles, le Business Model Generation d'une part et Value Proposition Design d'autre part. Je vous recommande également la lecture de l'ouvrage Testez vos idées de business si vous démarrez une entreprise et un autre ouvrage, L'entreprise invincible si votre entreprise est déjà lancée. Et vous retrouverez plein d'autres ressources tout aussi passionnantes sur le site strategizer.com. Voilà. Merci pour votre écoute et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou le commenter sur les réseaux ou les plateformes. On se retrouve dans un mois pour un prochain témoignage.